Dieu merci, nous avons une fois de plus un ministre Tory pour notre plus grande satisfaction. Et c'est à espérer que l'Irlande sera enfin ramenée à quelques règles chrétiennes. Il est inutile de plaire à ces Irlandais. Frappons où nous pouvons, partout où nous allons, nous les croisons. La pauvreté irlandaise, les remous irlandais, le papisme irlandais et Dieu seul sait quels autres abus irlandais emplissant nos oreilles du matin jusqu'au soir. Pousser 3 ministres successifs à la démission ne leur suffit pas, ils sont maintenant déterminés à ruiner la vieille Angleterre, encore et encore, en occupant les terres avec leur population de pauvres papistes gavés de mauvais whisky et de pommes de terre. Nous devons nous habituer à ce tableau si nous laissons les rebelles irlandais se reproduire comme les antédiluviens, répandre leur progéniture non dressée à travers l'Angleterre. Quel serait l'intérêt pour un honnête Britannique de profiter de sa jeunesse prometteuse, de se donner la meilleure des éducations à l'université ou dans une école religieuse, si, quand il est prêt à se lancer dans l'apprentissage d'une profession, peu importe que ce soit secrétaire d'État ou artisan, un grand dadé avec une tête d'affamé, prêt à en découdre et habile de ses mains à qui on aura permis de quitter l'Irlande, viennent offrir le même travail que le gentleman à moitié prix. En 1800, les Acts of Union permettent à l'Angleterre de vampiriser l'Irlande. Les empires coloniaux européens s'étendent sur le monde, asservissant les populations et dominant les terres. Exception faite d'une île aux confins ouest de l'Europe, Éire, l'Irlande. Celle-ci se retrouve sous le joug britannique, joug qui pillera les ressources de l'île au point d'entraîner la célèbre famine qui dévorera l'Irlande de 1845 à 1851. Dans The Races of Britain, John Beddoe compare négativement les Irlandais aux Africains, Charles Kingsley les qualifie de chimpanzés humains et Thomas Carlyle de nègres blancs. Pendant tout le 19e siècle, les Irlandais sont des citoyens inférieurs, moqués dans la presse, déshumanisés dans les milieux intellectuels, rabaissés dans la société, décolonisés. Il faut attendre les années 1880 et la Home Rule Bill, une proposition du Premier ministre libéral William Gladstone, pour voir une mesure accordant une forme d'autonomie à l'Irlande. Le projet sera rejeté en 1886 et coûtera sa place au ministre. La Home Rule sera à nouveau rejetée en 1893 et en 1912. Le 16 mars 1732, la bonne société britannique découvre dans le Grade Street Journal un article sur Arnold Paolé, supposé être sorti de sa tombe aux confins de l'Europe de l'Est. Le terme vampire apparaît dans la langue anglaise et envahit l'imaginaire ouest-européen. 1748, Heinrich Ossenfelder publie Der Vampir, premier texte de fiction moderne de la littérature vampirique. Suivent plus d'une centaine de poèmes, nouvelles, pièces de théâtre et romans. Lenore de Gottfried Burger, La fiancée de Corinthe de Goethe, The Vampire de John Stagg ou The Vampire de John Polidori en 1819, qui fait du vampire un aristocrate misanthrope, froid, maléfique et dangereux. Et un an plus tard, Melmoth ou l'homme errant de Charles Robert Mathurin. Irlandais protestant en terre catholique, prêcheur et fêtard, Mathurin signe le premier roman de vampire de la littérature irlandaise. Mélange de Faust, de Prométhée, du mythe du juif errant et du folklore irlandais pré-chrétien, Melmoth est accusé de blasphème et d'immoralité, contrastant avec la foi de son auteur. Entre 1845 et 1847, un des feuilletons les plus célèbres du monde anglo-saxon fait le récit de Varney the Vampire. Jamais traduit en français, ce récit fleuve introduit les emblématiques dents de vampire dans la fiction. Ses belles formes rondes frémirent avec l'agonie de son âme. Les horribles yeux vitreux de la silhouette parcoururent la forme angélique avec une hideuse satisfaction. Horrible profanation. Il amena sa tête au bord du lit. Il la tira par la mèche de cheveux prise dans sa poigne. Il attrapa soudainement son cou avec ses dents semblables à des crocs. Suivirent un jet de sang et un répugnant bruit de succion. La fille s'évanouit et le vampire eut son immonde repas. 1872, Sheridan Le Fanu publie Carmilla. Anglican issu d'une famille irlando-britannique, il échappe à plusieurs agressions dans un contexte de tension religieuse
et survit à la terrible famine de 1845-1851. Plusieurs chiens se battaient et hurlaient. Mon assistant se précipita en bas pour voir ce dont il s'agissait. Il les trouva en train de se battre pour les corps de pauvres créatures mortes de famine enterrées ce matin même, si on peut vraiment qualifier cela d'enterrement, sans cercueil et si près de la surface qu'ils étaient à peine couverts de terre. Carmilla raconte l'histoire d'une vampire et de sa cible et amante en Styrie, une région de l'actuelle Autriche. Le lesbianisme vampirique n'est pas nouveau, Samuel Coleridge en faisait déjà un thème dans son Christabel de 1816. Carmilla marque les esprits. Il influence Charlotte Bronte, William Butler Yeats, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson. Son vampire de Styrie fait tellement d'émules qu'il entraînera les premières parodies du genre. Les histoires de vampires se situent habituellement en Styrie, la mienne aussi. La Styrie n'est en aucun cas le genre d'endroit romantique décrit par celles et ceux qui ne l'ont jamais visité. C'est un pays plat, sans intérêt, célèbre uniquement pour ses dindes, chapons et la stupidité de ses habitants. Les vampires arrivent habituellement la nuit, dans une carriole menée par 2 chevaux noirs. Notre vampire arrive très banalement par le train et en plein après-midi. Les imaginaires coloniaux déplacent les récits en Égypte, en Inde, en Australie, en Chine, dans le Pacifique Sud, en Mésoamérique. Le roman de voyage se développe, la traque d'Adam dans Frankenstein, les déambulations londoniennes de Jekyll and Hyde, les errances de Melmoth. On explore les civilisations perdues, on développe un goût pour l'occulte et le mystique. Une spiritualité de fragments, de noms et d'images pillés dans les continents occupés. Explorer cet ailleurs pour renforcer l'identité occidentale, un ordre naturel fantasmé, la civilisation contre la barbarie. 1892, Jules Verne publie Le Château des Carpates. On nous parle d'une aristocratie guerrière, les barons de Gortz, qui se sont battus en Transylvanie. L'époque est au remous en bordure est de l'Europe. L'autorité de l'Empire d'Autriche-Hongrie vacille. Les volontés indépendantistes, les cultures qui se croisent et se chevauchent. The Eastern Question, comme on l'appelle, inquiète jusqu'en Angleterre. 1897. 1847. 8 novembre 1847, naissance d'Abraham Stoker, en pleine famine qui ravage l'Irlande. D'un père fonctionnaire britannique et d'une mère irlandaise de 20 ans sa cadette, protestant en terre catholique. 1847, l'année de naissance de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, d'Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone, de l'utilisation du chloroforme comme anesthésiant en chirurgie, et de la première observation d'une comète invisible à l'œil nu via télescope. L'année de publication des Odes de Hurlevent. Enfant, Abraham Stoker, dit Bram Stoker, souffre d'une maladie inconnue. Il reste alité et ne tient quasiment pas debout. Le révérend William Wood lui fait l'éducation à domicile et sa mère lui raconte tout ce qu'elle peut, de ses souvenirs d'enfance dans le comté de Sligo aux contes et légendes irlandaises. L'enfant guérit et devient un adulte sportif. Au Trinity College, il est plus connu pour ses activités sportives que pour son cursus. Il s'installe à Dublin, au 43 rue Harcourt. Il fréquente William Wilde, le père d'Oscar Wilde, un médecin passionné d'égyptologie et occultiste à ses heures perdues. Ce dernier introduit Stoker au sein de l'intelligentsia dublinoise. Il devient fonctionnaire au Dublin Castle, siège de l'administration britannique en Irlande. En 1873, il écrit pour le Irish Echo, publication quotidienne de 4 pages. Critique de théâtre, chronique mondaine, il fait la rencontre d'Henry Irving, comédien britannique alors en pleine tournée. Fasciné par ce dernier, Stoker souhaite travailler avec lui. 1875, il publie son premier roman, The Primrose Path. Le 4 décembre 1878, Bram Stoker, 31 ans, épouse Florence Balcombe, 19 ans, alors courtisée par Oscar Wilde, et les 2 époux s'installent à Londres. Stoker devient directeur du théâtre acheté par Irving, le Lyceum Theatre. Il gère les productions, les tournées et les dîners mondains d'Irving. Il fait la rencontre de Benjamin Disraeli, Lord Randolph Churchill, Arthur Balfour, Thomas Hardy, Dion Boucicault, Mark Twain, Georges Dumaurier ou Jean-Martin Charcot. Libéral irlandais en pleine capitale impériale britannique, tiraillé entre l'Empire et l'autonomie irlandaise, Stoker publie en 1890 The Snake's Pass, son seul roman se situant en Irlande. The Snake's Pass
raconte l'histoire d'Arthur Severn, britannique installé en Irlande, qui s'oppose à un propriétaire terrien local, Black Murdoch. Le roman plaira à William Gladstone et Michael Davitt, fondateur de la Land League, groupe de défense des locataires irlandais contre les propriétaires. C'est également cette année que Bram Stoker commence les notes de ce qui deviendra son plus célèbre roman, Dracula. Jonathan Harker, un clerc de notaire, est envoyé en Transylvanie pour faire signer quelques documents au comte Dracula. Ce dernier a acheté des terres en Angleterre et veut signer les papiers en personne. Sur place, Harker note que tout le monde lui déconseille d'aller voir le comte, mais il s'en fout. Il réalise que le comte est une personne un peu bizarre, qu'il est désormais séquestré dans son château. Il parvient finalement à s'échapper. En Angleterre, Mina Murray, la copine de Jonathan, raconte comment son amie, Lucy Westenra, est courtisée par 3 hommes. Arthur Holmwood, un noble britannique, le docteur Seward, un psychiatre, et un aventurier texan, Quincy Morris. Mais Lucy tombe étrangement malade. Seward étant dépassé, il demande l'intervention d'un confrère hollandais, le professeur Abraham Van Helsing. Ce dernier comprend que Lucy et un patient du docteur Seward, un certain Renfield, sont sous l'emprise d'un vampire. Malgré toutes leurs tentatives pour la sauver, Lucy se transforme en vampire et est exécutée par ses 3 prétendants, aidée par Van Helsing. Mina est à son tour attaquée par Dracula, mais sauvée in extremis. Elle et Jonathan, revenus en Angleterre, se marient à la hâte. Afin d'éviter qu'elle ne se transforme à son tour, les personnages masculins se précipitent en Transylvanie pour aller régler son compte au comte. Ce qu'ils parviennent à faire au prix de la vie de Maurice. Le roman se conclut par les parents Harker et leur fils, Quincy Harker. Et tout n'est pas si bien qui finit bien. Dracula est bien plus connu pour son personnage pas très central que pour son histoire. Le vampire doit apparaître dans 15% du roman et il n'a jamais la parole. L'histoire est racontée par les autres personnages. Le roman est le terrain d'expression des doutes de son auteur et le reflet des peurs de son époque, une fin de siècle en plein empire colonial. Dracula, le vampire, incarne toutes les perversions aux yeux de la société victorienne. Une concentration, une créature de Frankenstein d'immoralité et de déviance. Le roman fait se confronter des forces, des idées, des projets politiques. Il est fait de miroirs, de contrastes, de comparaisons et d'oppositions. Le rationnel et l'irrationnel, la science et la superstition, l'archaïque et le contemporain. Contrairement à la littérature gothique du moment, le roman est particulièrement contemporain concernant les technologies de son époque. Et merde. Le folklore irlandais est hanté par des figures vampiriques. Le livre d'Armagh, au IXe siècle, évoque la Lenansidh, un esprit proche de la succube qui détruit les cultures, tue les femmes en couche et s'attaque aux gens. Le sorcier Avartar, décrit comme un vampire en 1870 dans The Origin and History of Irish Names and Places de Patrick Weston Joyce. Il se nourrit de sang et serait tyrannique. Un sorcier qu'on associe parfois à Fionn McCumail. Ce dernier est le leader des Fianna, un groupe de jeunes guerriers connus pour leur violence dans la mythologie celtique. Il donnera son nom au fénianisme, un courant indépendantiste révolutionnaire irlandais de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et la carriole dans laquelle un cocher habillé en noir vient chercher Jonathan Harker évoque la Coiste Boyar, une carriole noire dirigée par un pilote sans tête, pouvant incarner la mort dans le folklore irlandais. Mais la Transylvanie n'est pas l'Irlande. Bram Stoker n'a jamais mis les pieds en Transylvanie. Il s'est inspiré de récits de voyage pour les descriptions de paysages et de cultures locales. La Transylvanie, à l'extrême orient de l'Europe, sous le contrôle de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Transylvanie, de l'autre côté de la forêt. L'Irlande, à l'extrême occident de l'Europe, sous contrôle de l'Empire britannique, de l'autre côté de la mer. Les mots entendus par Harker, Pokol, Stregoica, Vrolok et Vlkolslak peuvent aussi s'entendre comme les termes gaéliques Pokaul, Treor, Brolach et Bloskay. Des mots potentiellement gaéliques déguisés en hongrois ou en roumain, s'immisçant dans la langue par littérature. L'Angleterre a imposé l'anglais à l'Irlande, au point de tenter de faire taire les autres langues. Peine perdue. Le gaélique résiste et riposte. Hooligan, phony, twaddle, fudge, hitch, bog, galore, l'anglais populaire de la fin du XIXe siècle s'hybride, se celtise. La pureté linguistique se perd, un changement s'opère.
Mais Dracula est aussi une synthèse de ce qui le précède. La littérature gothique, les mythes irlandais, les conflits politiques, les interrogations de Stoker. Et c'est d'ailleurs une des particularités du roman, en contraste avec d'autres récits fantastiques ou romans gothiques l'ayant précédé, son histoire se déroule plus ou moins à l'époque où il est écrit et publié. Sans donner de date précise, le roman utilise des éléments scientifiques et technologiques relativement récents pour l'époque. Bram Stoker était un passionné de sciences. Certaines sciences. Le Lyceum Theatre, où il travaillait, était un des premiers théâtres électrifiés de Londres. Dracula est un roman épistolaire. Le récit est fait intégralement via des lettres, des notes, des comptes rendus ou des télégrammes. Et plusieurs de ces lettres sont indiquées comme étant sténographiées. Si la sténographie existe depuis le XVIIIe siècle, c'est au XIXe siècle et surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle qu'elle se codifie et se répand. Certains personnages utilisent la machine à écrire qui se développe à la fin du XIXe siècle, ou des cylindres de cire, première forme d'enregistrement audio, et des photographies. Bram Stoker lui-même, fonctionnaire puis administrateur, prenait énormément de notes. L'écriture n'est pas seulement une façon de raconter l'histoire, mais une nécessité pour les personnages. Écrire devient une tentative de comprendre ou de décrire l'étrange, l'irrationnel. Écrire est une façon de témoigner. Écrire est un outil de survie. Harker, séquestré dans le château de Dracula, écrit pour maintenir sa santé mentale. Toute cette écriture, ces notes regroupées, rassemblées, ces retranscriptions de séances médicales ou de témoignages, deviennent une technologie. Une technologie qui émerge au XIXe siècle, aussi bien dans les médias, dans la fiction ou dans les sciences. L'enquête. Journalisme d'investigation, polar, sociologie, l'enquête est une méthode qui se développe et se codifie au XIXe siècle. Stoker écrit à l'époque de Nellie Bly et Joseph Pulitzer, du Yellow Journalism, un journalisme à sensation qui anticipe les futurs tabloïds, et des Penny Dreadful, ces publications bon marché qui fictionnalisaient de façon macabre des faits divers. Le personnage de Mina se compare d'ailleurs aux femmes journalistes. Stoker écrit aussi à l'époque du Sherlock Holmes de Conan Doyle, peu après l'émergence du genre policier avec Edgar Allan Poe ou Wilkie Collins. C'est à la même période que se développe la sociologie, Émile Durkheim, Charles Booth ou Georg Simmel. Les lettres, les télégrammes, la simple note dans un coin de page deviennent des preuves, des informations. Rassemblés, ces fragments se transforment en un savoir qui devient une arme pour qui sait s'en servir et qui va servir à vaincre Dracula. Tout savoir sur le vampire, c'est l'identifier. L'identifier, c'est connaître ses failles. Dracula, personnage venu d'un passé lointain, géographiquement et politiquement parlant, est vaincu par de nouvelles méthodes, par la technologie. Les fusils Winchester que fournit Quincy contre les tziganes qui protègent le château sont relativement récents au moment où Stoker écrit. Dracula, The Mystery of the Sea, Lady Atheling, The Lady of the Shrouds, The Lair of the White Worm sont des romans de Bram Stoker où les personnages qui comprennent et utilisent science et technologie sont les plus à même de pouvoir résoudre les problèmes sociaux et politiques. Ce sont aussi des romans qui se situent parfois dans des zones de tension, voire de menace aux yeux de l'Angleterre. Allemagne, Russie, Balkans, Transylvanie. Stoker était proche de William Gladstone, Premier ministre qui fait entrer le pays dans la guerre de Crimée. George Stoker, son frère, était chirurgien pour le Croissant Rouge durant la guerre russo-turque de 1877-1878. Chez Stoker, c'est la modernité qui fait la supériorité. Et la modernité est blanche. Le vampire incarne une menace venue du passé, une régression, un archaïsme. Pour s'en approcher, Harker passe du train à la calèche pour finir dans un château partiellement en ruine. Il recule dans le temps. Dracula est un spectre de l'histoire, un vestige. Il en devient presque un grand méchant loup, un croque-mitaine, une légende. Autour de lui, les personnages sont superstitieux ou ramenés à des croyances quasi primitives. Son simple nom semble porter le mauvais œil. Les gens du voyage qui gravitent autour de son château sont présentés comme superstitieux. Symptôme d'une peur coloniale, d'un retour de l'animisme, du chamanisme et des croyances qu'il a écrasées.
Une crainte de l'occultisme fabriquée d'images et de noms pillés dans les terres colonisées. Les personnages qui sont opposés en vampires sont croyants, mais dans une version moderne de la religion, un protestantisme raisonné. Les personnages sont médecins, professeurs, administrateurs, des métiers de réflexion, d'organisation. Ils sont raisonnés et s'accrochent autant que possible à cette raison. Leur religion n'est pas contre la science, mais contre la superstition. Les personnages finissent par accepter le surnaturel. Ils se servent alors d'accessoires catholiques, le crucifix ou le rosaire. Des accessoires qui deviennent des armes presque électriques face à Dracula. Le professeur, maintenant debout, tendait vers lui l'enveloppe contenant la Sainte Hostie. Le comte s'arrêta net, comme Lucie l'avait fait à la porte de son tombeau, et recula. Il ne cessa de reculer, devenant, eût-on dit, de plus en plus petit, tandis que nous, nos crucifix en main, nous avancions vers lui. Dracula, le roman, c'est la crainte de la régression. La régression vers l'irrationnel, la superstition, les croyances barbares. Renfield incarne cette régression. Entre le monde civilisé et celui de Dracula, il s'éloigne vers ce dernier, le vénérant comme une divinité. Une divinité impure, une religion du vide, un culte maléfique. Le vampire devient une corruption du christianisme. Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Mais le vampire est aussi la némésis de Darwin, dont les théories bousculent le monde scientifique dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Dracula n'évolue pas, il ressurgit du passé. Ni mort ni vivant, dans un état qui lui est propre. Admirateur des sciences, de certaines sciences, Bram Stoker les inclut dans son roman. Pas anecdotiquement au détour d'une phrase, mais intégrés à l'histoire. L'hypnose, par exemple, théorisée par Franz Anton Mesmer, puis développée par le neurologue Jean-Martin Charcot, que Stoker a rencontré, alors que la discipline est critiquée à son époque. Fin du XIXe siècle, plusieurs auteurs européens se font critiques de la civilisation industrielle occidentale. Les idées de Darwin mutent en darwinisme social, une pseudoscience eugéniste qui veut réorganiser la société en stérilisant les unfit, les inaptes. On craint la dégénérescence, le déclin. On codifie les marginaux, les criminels, les déviants. Ceux qui pervertissent, fragilisent, corrompent la société. La catégorisation des races supposées s'étend. Cesare Lombroso développe l'anthropologie criminelle. Le vice, le crime deviennent des traits spécifiques. On lit les visages, on mesure les crânes, on classifie les faciès. Le nez de voleur, le regard d'inverti, la bouche d'assassin, les mains de prostituée. Mais la démarche scientifique derrière ces recherches est un masque pour des intentions nationalistes. Nous avons fait l'Italie, maintenant nous devons faire les Italiens. La supposée science se met à classer les bons et les mauvais. 1876, Cesare Lombroso sort L'uomo delinquente, l'homme criminel. Il développe la théorie de la physiognomonie, une méthode qui consiste à définir le tempérament et le comportement d'une personne à travers son apparence physique. Le travail de Lombroso sur cette théorie est tel qu'on l'appelle parfois l'ombrosianisme. Critiquée au XXe siècle comme pseudoscience, la physiognomonie connaît son essor à la fin du XIXe siècle. Le comte est un criminel du type criminel, dit-elle. Nordau et Lombroso le mettraient dans cette catégorie. Ce n'est pas une simple citation, une mention anecdotique comme un clin d'œil d'un fan. La physiognomonie imprègne l'écriture de Stoker au-delà de Dracula. Elle infuse dans une partie de la littérature de cette époque. On pourrait parler d'admiration du moment pour une théorie émergente, mais la physiognomonie, Lombroso en tête, prend racine dans d'autres pseudosciences aux conséquences sinistres. La phrénologie, qui fantasmait pouvoir identifier le caractère d'une personne à la forme de son crâne, la théorie de la dégénérescence, une obsession eugéniste qui engendrera le darwinisme social, et plus généralement le racisme scientifique catégorisant les humains en hiérarchie absurde, un suprémacisme en blouse blanche. La physiognomonie se reflète dans l'écriture de Stoker et la description de ses personnages. Un personnage en particulier. Dracula a une description différente par personnage. Mia, Jonathan ou le gardien de zoo semblent décrire une personne différente.
Mais toutes ces descriptions se recoupent autour d'un point. Les 2 dernières décennies du 19e siècle sont marquées par un exode des Juifs d'Europe de l'Est. Fuyant les pogroms, ils et elles se réfugient en Europe de l'Ouest, en particulier la France et l'Angleterre. L'antisémitisme français et britannique explose, aussi bien en politique que dans les arts. Les réfugiés sont vus comme déviants, paresseux, criminels, pleins de maladies. Les articles de presse antisémites se multiplient. Le Baron Vampire de Guy de Charnacé en 1885 montre les effets néfastes d'un personnage d'usurier juif. Le personnage le plus malveillant du château des Carpates de Jules Verne n'est pas l'aristocrate qui se fait passer pour un vampire et terrorise un village, mais le commerçant juif itinérant. Georges du Maurier invente le terrifiant Svengali dans son roman Trilby en 1894. Svengali se présente d'ailleurs comme un réfugié. Dracula s'ajoute à cette liste. Avec un antisémitisme explicite, lorsqu'un personnage évoque une odeur de vieux Jérusalem pour décrire le lieu où se trouve le cercueil du vampire, ou la description du personnage d'Emmanuel Hildesheim, présent sur une poignée de paragraphes, il est décrit de façon grotesque, négociant financièrement la moindre information. Son exposé fut ponctué d'espèces trébuchantes. Ses virgules étant apportées par nous et avec quelque profit pour lui, il nous dit ce qu'il savait et qui se révéla peu compliqué mais capital. Et un antisémitisme implicite, diffus, dilué, inconscient peut-être, mais bien présent. L'antisémitisme du 19e siècle passe d'un antisémitisme religieux à un antisémitisme pseudo-scientifique. Au carrefour d'un antisémitisme qui se prétend biologique ou organique, et d'une littérature fantastique, se trouve l'idée du monstre juif. Le vampire n'était pas juif jusqu'ici. Les personnages juifs du Baron Vampire ou du Château des Carpates ne sont pas les vampires, et si Melmoth de Mathurin s'inspire du mythe du juif errant, il est mélangé à de nombreuses autres références. Dracula, le vampire, condense les attributs physiques négatifs attribués aux juifs dans l'imaginaire antisémite et la littérature. Les doigts pointus ou crochus, la mauvaise haleine, symptomatique d'une corruption intérieure, une ambiguïté sur son genre, et jusqu'à ses intentions, sa capacité à se fondre dans la masse, corrompre les femmes et contaminer la société. Il cible Lucy Westenra, qu'il finit par transformer en vampire, et Mina Harker, dont il se sert pour perpétuer sa propre race. Le monstre juif incarne une peur raciale, de classe, de genre, de sexualité, une peur impériale qui fait de l'autre un parasite. En Europe de l'Ouest, les juifs étaient orientalisés, quand en Europe de l'Est, ils étaient occidentalisés, vus comme allemands ou hongrois. L'antisémitisme accusait les juifs d'être porteurs de maladies, en particulier la syphilis, à la fin du 19e siècle. Un parasite social qui s'introduit dans Londres et contamine les gens les uns après les autres. Mais aussi un parasite économique. Dracula est riche, mais ne dépense pas son argent. Il ne fait qu'accumuler, en opposition aux personnages britanniques qui héritent et font donc circuler l'argent. C'est sa capacité à pouvoir se mélanger à la population en plein Piccadilly Circus sans que personne ne lui prête la moindre attention. Un parasite invisible qui s'intègre pour ruiner de l'intérieur. Mais c'est lui. C'est cet homme. Le pauvre chéri était évidemment terrifié par quelque chose. Extraordinairement terrifié. Je crois que si je n'avais pas été près de lui, que s'il n'avait pas pu s'appuyer sur moi, il serait tombé. Il regardait toujours celui qui, pour moi, était un inconnu. Un homme sortit alors du magasin, tenant à la main un petit paquet qu'il donna à la demoiselle. Il peut prendre toutes les nationalités parce que les juifs n'ont pas de nationalité, et par extension, pas d'identité. À une période où le nationalisme est quasiment organique, la nation vue comme un seul corps, ces éléments extérieurs, et pas seulement les juifs, sont vus comme des menaces, des virus, des violations. C'était un de ces forains qui courent les marchés du comitat. On les rencontre dans les villes, dans les bourgades, jusque dans les plus modestes villages. Se faire comprendre n'est point pour les embarrasser, ils parlent toutes les langues. Celui-ci était-il italien, saxon ou valaque ? Personne ne put le dire. Mais il était juif. Juif polonais, grand, maigre, nez busqué, barbe en pointe, front bombé, yeux très vifs. Un homme grand et mince, au nez aquilin, à la moustache noire et à la barbe pointue, qui lui aussi regardait la ravissante jeune fille. Son visage n'annonçait rien de bon. Il était dur, cruel,
sensuelle, et les énormes dents blanches, qui paraissaient d'autant plus blanches entre les lèvres couleur rubis, étaient pointues comme les dents d'un animal. L'antisémitisme de Dracula, le roman, n'est peut-être pas conscient ou volontaire. On pourrait pointer du doigt l'antisémitisme ambiant, ou sinon celui du milieu dans lequel évolue Bram Stoker, ou au moins celui de la société victorienne. Mais pour un thème inconscient, il est particulièrement présent, et pas seulement dans ce roman. Le crâne dégarni, l'œil attentif, une barbe hirsute, un nez crochu et un sourire maléfique. C'est ainsi qu'il décrit le personnage de Solomon Mendoza, usurier juif et antagoniste du roman The Water's Moo, à qui le personnage principal doit hypothéquer son bateau. Monsieur Cavendish, dont le véritable nom était Shadrach, avait l'air si vertueux et bienveillant qu'une personne inexpérimentée aurait vraiment pu penser qu'il accordait une faveur. Autre personnage juif chez Stoker, celui de Shadrach dans The Man. Un marchand malhonnête qui se fait passer pour un Britannique sous une fausse identité. À l'inverse de Dracula, le personnage d'Abraham Van Helsing, dont l'accent hollandais est régulièrement évoqué. Il ne cherche pas à dissimuler son identité. Il ne cherche pas à s'intégrer parce qu'il ne compte pas rester en Angleterre. Dracula est décrit comme poilu, sourcils et moustaches, quand Van Helsing est rasé de près avec un visage bien proportionné. L'envahisseur et l'étranger de passage. Au-delà de l'antisémitisme, c'est toute l'œuvre de Bram Stoker qui est traversée d'obsessions raciales. Les questions de brassage ethnique, de mélange de sang, le sang signifiant la race, sont des éléments centraux d'autres romans de Stoker. La race celtique se réveille de sa longue léthargie, et d'ici un demi-siècle, elle connaîtra un merveilleux changement dans la place qu'elle occupe parmi les nations du monde. Allez n'importe où dans ce pays ou sur n'importe quel rivage d'Europe, et vous trouverez que ceux qui sont de l'ancien type dominent les autres. Et même ceux dont le sang s'est dilué pendant des siècles avec celui des races inférieures. Placer le fief de Dracula en Transylvanie, c'est le placer dans un espace multiculturel, marqué par les mouvements et le brassage de populations. La diversité de tempéraments et les physionomies variées que l'on croise un peu partout disent aussi quelque chose des nombreuses nations qui sont rassemblées ici. Le hongrois, fin et agile, le valaque, plus oriental avec une apparence plus avenante et voluptueuse, une princesse moldave, enveloppée dans un châle turc, et maintenant un serbe avec une démarche fière, ou un marchand de Constantinople qui traîne les pieds dans sa longue robe et son turban blanc. Il y a aussi des Grecs, des Dalmates et des Croates avec différents traits, des variétés sans fin. Au sud, les Saxons auxquels se sont mêlés des Valaques qui eux-mêmes descendent des Daces. À l'ouest, des Magyars. À l'est et au nord, enfin, les Séclaires. C'est parmi ceux-ci que je dois séjourner. Ils prétendent descendre d'Attila et des Huns. Peut-être est-ce vrai, car lorsque les Magyars conquirent le pays au XIe siècle, ils y trouvèrent les Huns déjà établis. Il paraît que toutes les superstitions du monde se retrouvent dans les Carpates, et ne manquent pas de faire bouillonner l'imagination populaire. Une Transylvanie décrite comme semi-primitive, superstitieuse, en bordure de la civilisation. Bram Stoker ajoute les gens du voyage, qu'il est le premier dans la fiction à associer à la figure du vampire. Il les décrit comme sans religion et sans loi. Gens du voyage, sorte de gardes rapprochés du comte, qui sont combattus à l'aide de fusils Winchester à la fin du roman, rappelant les récits venus du Far West qui connurent un certain succès à cette époque. La disposition nomade étrangère au génie de la civilisation éclairée. Les qualités primaires du travailleur moderne britannique type sont déjà à l'opposé de celles du nomade. Il n'y a pas de brassage culturel en Angleterre. Il y a assimilation. Lucy Westenra, issue de la bourgeoisie britannique, porte un nom irlandais, mais n'affiche aucune irlandité. Mina voit elle carrément son nom anglicisé, Murray étant une anglicisation du nom irlandais O'Muirday, nom qu'elle efface définitivement en devenant Mina Harker. Le personnage du Texan Quincy Morris est plus ambigu. Il est aventurier et vient des États-Unis, un pays en pleine expansion. Il connaît les vampires et d'une certaine façon, il est lui aussi un chasseur comme le comte. Il est courageux, mais aussi imprudent et se cache quand il pense que Dracula est présent. Lucy le trouve aussi séduisant que menaçant. Mais il est aussi qualifié de viking moral, ce qui est très positif pour Bram Stoker. Le vieil esprit berserker en dormance depuis un millénaire de calme. Dick avait l'allure d'un parfait géant tandis qu'il suivait son invité dans le couloir, débordant d'une glorieuse virilité. Le sang et la terre qui le recouvraient semblaient être des ornements vikings à son imposante personnalité. Nous, les Séclaires, nous avons le droit d'être fiers, car dans nos veines coule le sang de maints peuples braves et courageux,
qui se sont battus comme des lions pour s'assurer la suprématie. Dans ce pays où tourbillonnent différentes races européennes, les guerriers venus d'Islande ont apporté cet esprit belliqueux que leur avaient insufflé Thor et Odin. Et ils ont déployé une telle furie sur tous les rivages de l'Europe, certes, mais aussi de l'Asie et de l'Afrique, que les gens se croyaient envahis par des loups. Le roman ne se conclut pas sur la mort de Dracula, qui n'en est pas vraiment une, mais sur celle de Quincy et sa renaissance symbolique, puisque les Harker appellent leur fils Quincy. Si son personnage pose des questions sur ses intentions ou sa nature, il permet d'illustrer la fascination de Stoker pour les races anciennes, au passé glorieux, mais surtout très fantasmé. Dans The Man, Harold Anwolf se sent viking quand il voyage en mer. Le personnage de la guerrière Teuta dans The Lady of the Shrouds est une descendante des vikings et des teutons. Même le comte est présenté avec admiration sur son statut issu d'une race de guerriers. Sa proximité avec le loup de Norvège, Ozo, vient renforcer cette admiration entre créatures. Stoker va jusqu'à hiérarchiser les Européens et les classes sociales. Lorsque Van Helsing préconise des transfusions sanguines pour venir en aide à Lucy, priorité est donnée à Arthur Holmwood, un noble britannique. Puis le docteur Seward, issu de la bourgeoisie, Van Helsing hollandais mais qui a du sang teuton, et enfin Maurice, états-unien. Les femmes domestiques sont exclues du projet. Voici comment Stoker décrit Nora, personnage féminin majeur de son roman The Snake's Pass. Qu'est-ce qu'elle était belle! J'avais entendu parler des traces de sang et de beauté espagnole sur la côte ouest de l'Irlande, et voilà une preuve vivante que la rumeur disait vrai. Même au coucher du soleil, dans les défilés de Madrid ou de Séville, on ne pouvait pas voir une beauté espagnole aussi parfaite. Une beauté peut-être encore plus parfaite qu'elle est tempérée par le calme du Nord. Au bout de cette absurde hiérarchie raciale, ceux qui sont déshumanisés. En témoigne l'horrible scène de viol d'une femme blanche par un homme noir dans The Mystery of the Sea. Le passage décrit en des termes particulièrement ignobles le criminel, et toute la scène frôle une pornographie du pire, justifiant par la suite le meurtre sanglant du violeur par le personnage principal. Dracula, le vampire, se situe aux deux extrémités de cette racialisation. Il est un parasite qui corrompt la société, une menace insidieuse et malveillante, tout en étant un antique guerrier revendiquant la grandeur de son peuple, les éclairs. Il n'est pas une contradiction, mais incarne une peur bien présente dans l'Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle. La colonisation inversée. La reine Ayesha, voulant piller Londres et destituer la reine Victoria dans le She de Rider Haggard, les nouvelles The Mark of the Beast, At the End of the Passage ou The Light That Failed de Rudyard Kipling, la nouvelle The Sign of Four d'Arthur Conan Doyle, La guerre des mondes d'H.G. Wells. Le colonisateur devient colonisé, l'envahisseur envahi, l'exploiteur exploité. Kipling a lui aussi écrit sur les vampires, avec son poème The Vampire. Poème qui commence par la phrase « A Fool There Was », titre d'un film avec Ted Barra en vampire psychique, qui fera naître dans la culture populaire la figure de la femme fatale, belle et dangereuse, aussi appelée la vamp, diminutif de vampire. Amusant que la menace sur l'Empire où jamais le soleil ne se couche soit une créature de la nuit. Une peur d'empire qui se sent déclinée, qui se terrifie tout seul en imaginant une vengeance des peuples oppressés et colonisés, qui doit retrouver sa force et sa gloire pour triompher de ce mal factice. Parce qu'à la fin, c'est l'homme blanc anglo-saxon qui gagne. Une peur de la faillite, morale, physique, intellectuelle. Une peur de suprémaciste qui rejoint une idée de plus en plus présente à cette époque, la théorie de la dégénérescence. Théorie dont un des grands défenseurs était Max Nordau, cité dans Dracula. Pris dans la période où il est écrit et publié, pris dans un contexte politique, Dracula est un roman parmi d'autres qui révèle une profonde crise identitaire impériale autour d'une hiérarchie des races fallacieuses servant un narratif de domination des Britanniques sur le reste du monde. Hiérarchie déclinable à tous les empires coloniaux. Et dans cette crise identitaire, nourrie par des théoriciens qui hurlent au déclin et prônent un retour à la force, la vigueur, la vertu et le pouvoir, dans cette crise de l'homme blanc, finalement, il n'y a pas que le blanc qui est concerné. Dans l'œuvre de Stoker, les hommes finissent toujours triomphants. Les hommes britanniques finissent toujours triomphants. Un triomphe moins éclatant qu'il n'y paraît dans Dracula.
la société victorienne voit apparaître la figure de la nouvelle femme. Pas encore féministe, pas officiellement, la nouvelle femme est indépendante financièrement, sportive, intellectuelle et informée. Elle est aussi plus libérée sexuellement, une hérésie dans une époque où la sexualité se pense comme exclusivement reproductrice. Bram Stoker critique et se moque de cette nouvelle femme, notamment à travers le personnage de Mina Harker. Cette dernière ironise sur la nouvelle femme et son inversion des rôles genrés, affirmant que bientôt ce sera elle qui demandera l'homme en mariage. Ce qui arrive déjà dans les romans The Story of an African Farm d'Olive Schreiner et The Heavenly Twins de Sarah Grant. Amusant quand on sait que Stoker correspondait régulièrement avec plusieurs auteurs et autrices qui mettaient en avant la nouvelle femme dans leurs romans. Le personnage tout entier de Mina Murray Harker est un détournement de la figure de la nouvelle femme. Au début du roman, elle se rapproche de ce modèle. Elle est institutrice, donc indépendante financièrement, elle n'est pas mariée à Jonathan Harker, elle utilise la sténographie, une technique encore récente à cette époque, et Van Helsing dit lui-même qu'elle a un cerveau d'homme. Elle prend comme inspiration les premières femmes journalistes de son époque. Même si elle s'en moque, Mina Murray correspond au profil de la nouvelle femme. Jusque dans la structure du roman, puisqu'elle est aussi narratrice, et pas seulement dans ses échanges avec Lucy. Mais une fois devenue Mina Harker, son personnage change. Elle abandonne son métier et met ses compétences au service des hommes qui affrontent Dracula. Elle regroupe les notes de chacun qu'elle retranscrit afin de créer un savoir et des connaissances contre le vampire. Lorsque le groupe part affronter Dracula une première fois, elle est exclue de celui-ci. Seule, elle s'exprime beaucoup plus de façon émotionnelle, comme un témoignage de son ressenti et moins une description des faits. Elle devient la cible du vampire. Sauvée à la dernière minute, elle est malgré tout marquée par le conte. Son récit change, le lecteur en vient à douter de son allégeance, notamment quand elle dit soudainement ne pas supporter l'ail. Son récit de l'assaut final en devient presque ambigu. Une fois Dracula vaincu, Mina est décrite une dernière fois comme étant désormais une mère douce et aimante. En parallèle de Mina, et seul autre personnage féminin ayant la parole, celui de Lucy Westenra. Bien qu'elle ne travaille pas, elle est issue de la bourgeoisie, Lucy présente également des caractéristiques de la nouvelle femme. Elle a 3 prétendants qui cherchent à l'épouser. Il est possible d'en faire une lecture littérale et de ne voir que 3 prétendants à un mariage dans le respect des conventions morales, ou d'adopter une lecture plus métaphorique, rejoignant une certaine liberté sexuelle. Lucy est d'ailleurs critique des conventions. Pourquoi une jeune fille ne peut-elle pas épouser 3 hommes? Et plus, même si elle en a l'occasion. Ne crois-tu pas que cela épargnerait bien des ennuis? Mais je le sais, ce ne sont pas là des propos à tenir. Si les éléments nouvelle-famiens de Mina deviennent des qualités qui lui servent par la suite, ceux de Lucy sont une porte ouverte à sa perte. Face à Dracula, Mina est révulsée quand Lucy est traversée d'une sensation douce amère. Dracula révèle plus qu'il ne corrompt. La transformation en vampire de Lucy est une façon pour elle de s'exprimer. Et elle n'intéresse plus les hommes. Seward la trouve changée, elle n'a plus sa douceur. Le caractère monstrueux de Lucy, son état de vampire, est d'une certaine façon libérateur pour elle. Elle exprime son désir propre, un désir qui effraie les hommes, et elle en paye le prix. L'élimination de Lucy définitivement vampire est, symboliquement, un viol en réunion. Les pieux font office de pénis, et la cire coulant des bougies représente le sperme. Arthur, celui qui devait finalement épouser Lucy, est le premier à la frapper, la pénétrer de son arme. Une façon d'inscrire définitivement une sexualité conjugale et d'éteindre le désir féminin. Pour Stoker, la nouvelle femme doit se ranger ou être rangée. Dans toute son œuvre, les personnages féminins, qu'elles soient discrètes, calmes, actives ou même combatives, finissent par se ranger auprès d'un homme, retourner à la position que leur assigne la société victorienne. Mina Harker, évidemment, mais aussi la guerrière Tota dans The Lady of the Shrouds, héritière d'un royaume qui laisse les rênes du pouvoir à son époux Rupert, britannique venu s'installer dans son pays. À une époque où des femmes égoïstes d'autres nations cherchent à oublier leur féminité dans leur lutte pour être à égalité avec les hommes.
pour aider l'homme à surpasser le mal, pour dompter les parties les plus triviales et viles de sa nature et l'élever vers des sommets d'honneur, d'honnêteté et de pureté immaculée. Une aide féminine, ainsi apportée, a sauvé plus d'un marginal du désespoir, a élevé plus d'une vie au-dessus d'un gouffre de sensualité et de grossièreté, vers une utilité porteuse d'espoir et une béatitude spirituelle. Les héroïnes de Stoker finissent par rejoindre un homme. Peu importe leur talent, leur qualité, leur force ou leur intelligence, elles finissent comme trophée ou accoudoir pour un personnage masculin. Stoker les fait rentrer dans le moule des conventions de son époque. Sinon, elles ne sont pas vraiment des femmes. Lucy se transforme en vampire, elle perd son humanité. Les femmes vampires dans le château de Dracula sont bien plus des figures monstrueuses que des femmes. On apprend qu'elles mangent des enfants, sorte d'anti-maternité. Elles prennent Jonathan Harker pour cible, une cible sexuelle et alimentaire. Ces monstres femmes dévorent les hommes, elles sont une menace. Harker est sauvé in extremis par Dracula lui-même. Comment osez-vous le toucher ? Comment osez-vous lever les yeux sur lui alors que je vous l'avais interdit ? Arrêtez, je vous l'ordonne. Cet homme m'appartient. En 1885, le parlementaire Henri Dupré-Labouchere, proche de Bram Stoker, fait valider le Labouchere Amendment, criminalisant l'homosexualité en Angleterre. Ce même amendement qui a permis le jugement et l'emprisonnement d'Oscar Wilde. En 1889, l'Angleterre est marquée par le scandale de Cleveland Street, un hôtel de passe homosexuel fréquenté en haut lieu qui révèle à la société le caractère répandu de l'homosexualité. Elle n'est plus seulement quelque chose que l'on rejette au moment où Stoker écrit, elle est une menace. Elle peut venir de n'importe qui. Un mal dissimulé, une menace sourde. L'Angleterre victorienne voit la sexualité comme exclusivement reproductrice. En complément d'une politique expansionniste sur le monde, l'empire colonial a besoin d'augmenter sa population pour occuper les colonies. L'homosexualité est vue comme une sexualité inutile, qui peut mettre un terme à l'accroissement de la population. Le désir féminin est une menace, une perte du contrôle du pouvoir patriarcal. Les désirs de Lucy deviennent monstrueux et elle est tuée pour ça. Mina devient mère et elle est sauvée. Dracula exprime un désir de possession sur Jonathan. En Angleterre, il ne cible visiblement que les femmes. Pourtant, le sous-texte homo-érotique reste présent. Les femmes que vous aimez m'appartiennent déjà. Et par elles, vous et d'autres encore m'appartiendraient. La scène de viol en réunion, dirigée par un Van Helsing en patriarche expérimenté leur indiquant comment se servir de leurs pieux, en est un autre exemple. Ils veulent s'entendre dire à quoi ça ressemble, vu de l'extérieur, leur viol collectif. On dirait qu'ils veulent se voir baiser, se regarder les bites les uns les autres, être ensemble en train de bander. On dirait qu'ils ont envie de se la mettre, ils se baisent à travers les femmes. La femme, à l'époque victorienne, et par reflet dans l'œuvre de Stoker, est un objet, un intermédiaire. Des formes d'indépendance, de personnalité surgissent, mais pour être réprimées ou rangées à la fin. On pourrait voir Dracula, le roman, comme une réponse au Carmilla de Sheridan Le Fanu. Carmilla est plus ambiguë moralement. La relation entre l'héroïne et la vampire est presque libératrice. Le portrait de Carmilla, la vampire, est décrit comme étant sans cadre, symbole de sa liberté, qu'elle est hors norme. Dracula condamne explicitement le vampire et les liens qu'on peut avoir avec lui. Les hommes de Carmilla ont peu, voire pas de pouvoir, et ce sont les femmes qui ont les rôles actifs. Dans Dracula, les hommes, dans leurs actions et dans la narration, représentent la majorité du récit. Le Fanu libère ses personnages féminins, Stoker les condamne ou les enferme. Pour revenir à la scène où les femmes vampires attaquent Jonathan Harker, une autre peur est présente. Toutes les trois avaient les dents d'une blancheur éclatante et qui brillaient comme des perles entre leurs lèvres rouges et sensuelles. Quelque chose en elles me mettait mal à l'aise. J'éprouvais à la fois désir et épouvante. Oui, je brûlais de sentir sur les miennes les baisers de ses lèvres rouges. Autant fasciné qu'horrifié, Jonathan se retrouve impuissant face à ces créatures dont il rejette le statut de femme. S'il tente de les rejeter, il est peu à peu séduit ou vaincu et finit par désirer qu'elle l'embrasse, le morde et le transforme en vampire. Un fantasme de pénétration féminine. Quel plaisir c'est
pour un homme en bonne santé, avec des yeux de femme et des rêves d'enfant, de sentir qu'il peut parler à un autre homme qui peut être pour lui un père, un frère ou une âme sœur. Dans la première partie du roman, Jonathan est féminisé. Il est la jouvencelle en détresse qui s'évanouit, qui rêve de romances chevaleresques en explorant la bibliothèque du conte. Il est impuissant face à des femmes vampires qui contrôlent la situation. Il est sujet à des crises d'hystérie. Le terme n'est pas de moi. Stoker parle d'hystérie. 8 fois. 6 d'entre elles pour parler d'un personnage masculin. Arthur Holmwood et même Van Helsing traversent des moments d'hystérie et des crises de larmes. Van Helsing dit que pleurer fait du bien. Les personnages masculins de Dracula sont décrits comme faibles, pâles, fragiles parfois, face à un vampire énergique et robuste. Face à des femmes vampires, les concubines de Dracula ou Lucy, prédatrices et pénétrantes. Bram Stoker ne s'amuse pas avec les clichés genrés autour des hommes et des femmes. Cette inversion participe à la crise identitaire de la société victorienne. Des femmes puissantes et des hommes qui pleurent sont pour l'époque une vision d'horreur. Les personnages masculins retrouvent progressivement leur virilité. D'abord en éliminant collectivement une femme, Lucy, puis en terrassant le vampire et ses femmes, qui menaçaient leur masculinité. Bonne ambiance de vestiaire. Les hommes utilisent des substituts de pénétration. Les transfusions sanguines pour tenter de sauver Lucy, et les pieux pour la tuer. Pieux qu'ils n'utilisent pas contre Dracula. Dracula n'est pas tué d'un pieu dans le cœur, mais égorgé par Quincey Morris. Ce n'est qu'une fois le vampire éliminé qu'un enfant peut naître, qu'un personnage peut devenir père, il a retrouvé sa virilité. Par extension, l'enfant a plusieurs pères symboliques, ils retrouvent eux aussi leur virilité. Les pères, donc les procréateurs, sont absents du roman. Seul Dracula peut enfanter. Les femmes vampires étant stériles, c'est l'homme qui enfante. Terreur supplémentaire ajoutée au personnage, celui d'avoir des caractéristiques associées au masculin et au féminin. Lorsqu'il s'en prend à Mina, dans ce qui est clairement un viol pas très symbolique, il la force à boire le sang à sa poitrine. De son côté, Mina décrit cet acte comme forcé, elle s'étouffant contre le corps et le fluide du vampire. Une mère donnant le sein, une fellation forcée. Une entaille qui, à elle seule, synthétise la corruption du christianisme et le bousculement des genres. Une blessure qui rappelle celle sur les côtes du Christ, 5e des blessures sacrées, blessure qui, au Moyen-Âge, a pu être comparée à une vulve ou un vagin. Ouverture d'où s'écoule du sang et que les curieux et curieuses pénètrent du doigt. Dracula devient une sorte d'antéchrist qui s'ouvre lui-même. Mais aussi personnage masculin qui se crée un vagin artificiel, jouant avec les attributs genrés pour le plus grand effroi de la société victorienne. Jonathan et Mina ont les mêmes compétences, et font preuve à différents moments de force comme de faiblesse. Et elles sont interchangeables. Et ce n'est pas que dans Dracula que Stoker joue avec le genre. Dans The Man, l'héroïne s'appelle Stephen parce que son père voulait un fils. Dans The Mystery of the Sea, Archibald demande à sa femme, Marjorie, de s'habiller en homme lors d'un voyage afin d'explorer une église et une caverne. Archibald se surprend à trouver son épouse encore plus belle lorsqu'elle est habillée en homme. Et pour une société aussi étriquée sur les rôles et attributs genrés, l'Angleterre victorienne habillait filles et garçons comme ça jusqu'à leurs 6 ou 7 ans. Le vampire chez Stoker n'est pas homosexuel ou hétérosexuel, homme ou femme. Il est la sexualité. Écrit dans une période et un contexte où toute sexualité autre que celle nécessaire pour faire des enfants est rejetée, condamnée, la sexualité du roman est une mauvaise chose. Elle transforme les femmes en séductrices, elle dévore les enfants au lieu d'en faire, elle rend les hommes passifs. Dracula, le roman, se termine sur un retour à l'ordre des rôles genrés et une reconquête de la virilité. L'élimination du vampire, un monstre ancien, et la naissance d'un enfant, promesse d'une nouvelle génération. Mais est-ce vraiment un triomphe ? Si le sang représente la race, la vie, les gènes, alors bébé Quincey est l'enfant de tous les protagonistes. Les hommes qui donnent leur sang à Lucy, dont le sang est ensuite bu par Dracula, qui fait boire son sang à Mina, qui donne naissance à bébé Quincey. Le sang britannique s'est dilué, Dracula a engendré un héritier. Le vampire, qui concentre toutes les craintes de la société victorienne, n'a pas été vaincu. Il a évolué.
Comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, comme le portrait de Dorian Gray et de nombreux autres romans à son époque, Dracula explore les thèmes de l'altérité, de l'autre. Le roman est aussi une concentration des interrogations, des craintes, des obsessions de son époque. Celle d'un empire colonial qui s'inquiète de son hypothétique déclin, des menaces intérieures comme extérieures. C'est aussi le reflet des questionnements et de la position de son auteur, tiraillé entre plusieurs idées et identités. Le roman est une sorte d'autobiographie de son temps et de son auteur. L'œuvre d'un auteur est toujours un peu autobiographique. La maladie qui a cloué Bram Stoker au lit pendant les premières années de sa vie a inspiré The Chain of Destiny, où le personnage principal se réveille alité, sa mère veillant sur lui. Ou The Mystery of the Sea, lorsqu'Archibald raconte ses lectures passionnées alors qu'il était malade enfant. Bram Stoker écrit de nombreux personnages féminins forts. Mina Harker, Stephen Norman, Tota Vissarion, Mimi Watford, Margaret Trelawney, avant qu'elle se marie. Sa mère, Charlotte Stoker, était une militante féministe impliquée dans plusieurs actions sociales, notamment l'accompagnement et l'intégration des personnes sourdes et muettes. Actions qui lui ont permis de connaître le Dr William Wilde, le père d'Oscar Wilde, qui a pris Bram Stoker sous son aile et lui a permis de rencontrer la bonne société dublinoise. Une ascension sociale qui rappelle celle de Jonathan Harker, simple clerc de notaire qui hérite de l'agence immobilière et se retrouve à fréquenter la bourgeoisie et l'aristocratie. Bram a évolué entouré de femmes fortes et indépendantes. Jane Wilde, la mère d'Oscar, des comédiennes comme Geneviève Ward ou Ellen Terry, pas du tout des modèles de femmes victoriennes, ou des autrices. Plusieurs de ses livres sont dédiés à des femmes. Miss Betty est dédiée à Florence Stoker, The Lady of the Shrouds à Geneviève Ward, The Lair of the White Worm à Bertha Nicole, The Jewel of the Seven Stars à Eleanor et Constance Hoyt. L'homosexualité ou même la transidentité, même si ce terme est plus contemporain, n'était pas étrangère à Stoker. La fille d'Ellen Terry, Edith Craig, était lesbienne et vivait en couple avec la dramaturge Christabel Marshall. Cette dernière était connue sous le nom de Christopher St. John. Edith Craig jouait occasionnellement des personnages masculins dans les productions du Lycéum et a participé à une lecture publique de Dracula. Plusieurs rumeurs courent sur Bram Stoker, voulant qu'il soit un homosexuel caché ou qu'il soit mort de la syphilis. Concernant la syphilis, c'est faux. L'idée apparaît dans les années 70 lorsque Daniel Farson, son petit-neveu, publie une biographie de Stoker. Aucun élément historique ne permet de confirmer cette idée. Concernant son homosexualité supposée, c'est plus compliqué. Daniel Farson a également affirmé cela dans son livre, tout en faisant lui-même un coming out. La correspondance de Bram Stoker avec le poète homosexuel Walt Whitman, sa relation avec l'acteur Henry Irving, aussi profonde, aussi proche et aussi durable qu'il peut exister entre deux hommes, ou son amitié avec le romancier Hall Caine, l'amour le plus fort qu'un homme peut ressentir pour un autre, peuvent interroger, mais ne sont en aucun cas des certitudes. Hall Caine, qui, en 1890, publie dans un magazine Drink a Love Story on a Great Question. Dans cette histoire, le personnage principal, Robert Harcourt, et sa fiancée, Lucy Clousdale, se rendent dans la maison familiale de cette dernière. Sur le chemin, le couple reçoit plusieurs avertissements sur une malédiction familiale. Une sorte d'alcoolisme frappe la famille de Lucy. Une maladie du sang héréditaire. Afin d'aider sa fiancée, Harcourt fait appel à un hypnotiseur, le professeur Lamotte, pour aider la jeune femme. Van Helsing mentionne son ami Arminius de Budapest, une référence à Arminius Vambéry, géographe hongrois, que Stoker a véritablement rencontré. Et contrairement à ce qu'affirment certains biographes de Stoker, Vambéry n'a jamais écrit sur Dracula. Stoker disait que le personnage de Van Helsing était inspiré d'une personne réelle. En admirateur de Shakespeare, Bram s'est inspiré, pour ce personnage, de la célèbre pièce Hamlet, pièce qui est plusieurs fois citée dans Dracula. Cette pièce se déroule à Elsønner, au Danemark. Elsønner qui, en danois, se prononce Helsingur, qui viendrait du vieux norrois signifiant le rivage d'Helsing. Hamlet
qui est le nom de son personnage principal, mais aussi celui de son père. Tout comme Bram, nommé Abraham, comme son père. C'est un homme de taille moyenne, assez fort, et tout chez lui, aussi bien le corps même que le port de la tête, le visage, l'expression des traits, annoncent une parfaite assurance. Le front est haut, s'élevant d'abord presque tout droit, puis fuyant entre deux protubérances assez distantes l'une de l'autre. Un front tel que les cheveux roux ne puissent pas retomber dessus, ils sont naturellement rejetés en arrière et sur les côtés. Les yeux sont grands, bleu foncé, eux aussi assez écartés l'un de l'autre. Ils sont vifs, pénétrants, ou se font tendres ou sévères. Quant aux réactions épidermiques de Dracula face au crucifix, elles ne font pas partie du folklore vampirique classique. Pour éviter qu'un mort ne devienne vampire, on pouvait l'enterrer à un croisement de deux routes, donc une croix, mais la peur explicite du crucifix viendrait probablement de Faust, la pièce de théâtre de Goethe, dans laquelle le démon Méphistophélès craint la vue des crucifix. Une pièce dont la mise en scène d'Henry Irving, interprétant Méphisto, a été un des plus gros succès du Lyceum Theatre. Bram Stoker est un Irlandais installé au cœur de l'Angleterre, dans un contexte où les Irlandais sont colonisés, moqués et insultés dans la presse et par certains intellectuels. Il avait masqué son accent, mais des magazines comme Moonshine ou The Tatler se moquaient du fait qu'il était irlandais. Les sangsues utilisées dans Dracula correspondent à une description de leur utilisation médicale dans le livre Tropical Bleedings d'un certain William Stoker, le grand-père, médecin spécialisé dans le sang et la contamination. La phrase « For the blood is the life » provient de la Bible. Mais elle servait aussi de publicité pour Clark's Blood Mixture, un produit d'automédication. Son frère, Thornley, chirurgien, a travaillé au Richmond Hospital de Dublin, hôpital dont le service de psychiatrie était dirigé par un certain Dr Stewart. Thornley, qui est un des pionniers de la neurochirurgie en Irlande, et qui a pu inspirer la trépanation proposée par Van Helsing sur Renfield. Son autre frère, George Stoker, médecin militaire, a raconté son métier durant les guerres serbo-turques et turco-russes entre 1876 et 1878 dans un livre, With the Unspeakables, un livre qui mentionne la Transylvanie, décrivant les hommes portant de grosses moustaches noires, les robes de paysans et les chemises blanches, les superstitions locales autour des loups, les voyages difficiles à travers les montagnes enneigées, comparant la paysannerie bulgare et irlandaise, et qui a servi de source pour Dracula, le roman. La plupart des sources dont s'est servi Bram Stoker, livres, comptes rendus de voyage, magazines, journaux, a été emprunté lorsqu'il était en vacances dans la petite ville de Whitby en août 1890. La même Whitby que dans Dracula. C'est aussi à Whitby, le 11 août 1890, tel que c'est indiqué dans ses notes personnelles, que Bram Stoker discute avec des marins locaux. Ces derniers lui racontent l'histoire d'un schooner russe qui se serait échoué sur la plage le 24 octobre 1885. Un naufrage qui rappelle celui du Déméter dans Dracula. Le navire russe s'appelait le Dimitri. Parmi les ouvrages qu'il emprunte, on trouve le magazine 19th Century de 1885, et plus particulièrement l'article Transylvanian Superstitions d'Émilie Gérard. C'est de là qu'il tire la scolomance, mentionnée dans le roman, l'ail dans la bouche, ou le terme Nosferatu. Il emprunte également Golden Chersonese de l'orientaliste Isabella Bird, qui décrit le Penanglan, vampire de Malaisie qui prend possession des femmes. Magyarland d'Elizabeth Sarah Mazzucchelli, dont il tire les mots hongrois mentionnés dans Dracula, Round the Carpathians d'Andrew Cross, auquel il prend la description du Leiterwagen du vin Golden Mediash, dont la description est directement prise du livre, ou la présence de gens du voyage autour des châteaux. On the Track of the Crescents du Major E.C. Johnson, qui compare les éclairs et les valaques à l'Irlandais imprudent, ainsi que plusieurs descriptions des Carpates. The Book of Werewolves de Sabine Baring-Gould, British Goblin Welsh Folklore de Weird Sykes, qui mentionne le Gwili, un molosse aux yeux rouges aussi appelé chien des ténèbres, qui n'est pas sans rappeler la forme que prend Dracula quand il est à Whitby. Et enfin, An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia de William Wilkinson. C'est dans ce livre qu'il prend le nom de Dracula. Mais du coup, c'est qui Dracula ?
Derrière le concentré de toutes les peurs victoriennes, quel est le personnage ? Est-ce qu'il y a un personnage ? Premièrement, Dracula n'est pas un vampire. Dracula n'est pas uniquement un vampire, c'est un hybride. Jusqu'en 1897, les vampires de fiction ne sont presque pas, voire pas du tout, associés aux loups. Dracula en est au contraire très proche. Il les appelle les enfants de la nuit et admire leur hurlement. Et il est décrit qu'il fascine le loup norvégien lorsqu'il visite le zoo de Londres. On sait que Bram Stoker a emprunté The Book of Werewolves, le livre des loups-garous de Sabine Baring-Gould. Dans cet ouvrage, il évoque une sorte d'hybride vampire-loup-garou présent dans le folklore des Balkans sous différents noms. Ses mains sont larges et ses doigts courts, et il y a toujours quelques poils dans le creux de sa main. Ses ongles étaient longs comme des griffes. Je les découvrais grossières, larges, doigts épais. Étrange constatation. Aussi, je remarquais des poils au milieu des mains. Les ongles étaient longs et fins, presque trop pointus. Si la description peut nous paraître plutôt conventionnelle pour un vampire, elle ne l'est pas du tout dans la fiction de l'époque. Les vampires de romans, poèmes ou nouvelles, n'ont de monstrueux ou d'inhumains que leur attitude, pas leur physique. Pareil avec le fait de se transformer en animal. Les vampires littéraires des 18e et 19e ne sont pas métamorphes. Seulement quelques-uns des folklores et légendes. Dracula est probablement le premier vampire de fiction à pouvoir se métamorphoser en animal, comme la chauve-souris. Dracula est vraisemblablement un hybride vampire-loup-garou. Deuxièmement, Dracula n'est pas Vlad Tepes. Avant que vous ne sortiez les pics et les fourches pour me châtier en place publique, prenez le roman. Si vous ne trouvez ne serait-ce qu'une seule fois la mention de Vlad Tepes, l'empaleur, ou juste Vlad, je vous file l'intégralité de mon compte en banque, soit 6,66 €. Dans les premières notes de Stoker sur son roman, commencé en mai 1890, il n'est fait aucune mention de Dracula. Le titre initial est The Undead, le non-mort. Son personnage s'appelle Comte Vampire, et l'histoire se déroule en Styrie, une région d'Autriche. La référence au Carmilla de Le Fanu étant trop évidente, Stoker déplace la scène en Transylvanie suite à ses lectures d'août 1890. Jusqu'au XXe siècle, et malgré les récits de vampires mythologiques ou supposément réels dans la région, aucun récit, aucun texte ne rapproche Vlad Tepes, dit l'Empaleur, d'une quelconque forme de vampirisme. C'est dans le livre de William Wilkinson, lu en août 1890, qu'il note le nom de Dracula. Et là encore, sans mention de Vlad Tepes, l'Empaleur. Voilà la phrase qu'il recopie du livre. Dracula signifie diable en langue valaque. Les Valaques avaient l'habitude à cette époque de donner ce surnom à quiconque se faisait connaître par un acte de bravoure, de cruauté ou par la ruse. Wilkinson évoque deux voïvodes du nom de Dracula et semble confondre Vlad II Dracule et Vlad III surnommé plus tard l'Empaleur. Ce qui dénote avec le titre de comte attribué aux vampires dans le roman. Un titre de noblesse qui n'est que très peu, voire pas présent en Transylvanie ou en Roumanie à cette époque. C'est un titre de noblesse de la partie ouest de l'Europe. Stoker ne note même pas le nom de Vlad, simplement Dracula. Comme un simple nom de guerrier qui lui plaisait, qui sonnait bien à son oreille, peu importe l'histoire. Un nom qui résonne avec le terme gaélique de Droghiola, mauvais sang. Le nom de Vlad Tepes n'a été associé à Dracula qu'à partir des années 1970, avec les publications de Raymond McNally et Radu Florescu. Jusqu'à cette époque, aucun roman, aucune adaptation au cinéma ou au théâtre, aucune œuvre ne rapproche explicitement le célèbre vampire de la figure historique. Le travail de McNally et Florescu a depuis été largement contesté pour leur manque de sources. Mais le mal était fait. Maintenant, qui est Dracula ? Qui a pu servir d'inspiration pour le personnage de Dracula ? Les hypothèses sont aussi nombreuses que les recherches faites sur la question. Jacques Damala, acteur et mari de l'actrice Sarah Bernhardt, que Stoker a rencontré. Il avait l'air d'un mort. Au souper, je me suis assis à côté de lui
et l'idée qu'il était mort m'était très forte. Je pense qu'il avait pris quelques doses conséquentes d'opium, car il bougeait et parlait comme s'il était en plein rêve. Ses yeux, qui se démarquaient sur son visage blanc et cireux, n'étaient pas ceux d'une personne vivante. Damala souffrait malheureusement d'une addiction à la morphine et à la cocaïne, ce qui pourrait expliquer son état. Alfred Tennyson, poète et patriote britannique que Stoker a également rencontré. Sa lèvre supérieure se soulevait, montrant ses canines, ce qui était un signe d'un instinct militant. L'aventurier Sir Richard Burton, le compositeur Franz Liszt, mais le plus probable, le plus cohérent et celui qui fait le plus consensus dans les travaux de recherche, l'acteur Henry Irving. Un grand homme maigre, un visage particulièrement saisissant, de longs cheveux gris nonchalamment rejetés en arrière, des traits délicats et raffinés, le tout uni par une force virile et un nez plutôt aquilin. Pour parler en des termes contemporains, la relation Irving-Stoker était toxique. Bram Stoker était fasciné par Henry Irving. Non seulement il a administré son théâtre, le Lycéum, mais il supervisait également l'organisation des tournées en province et dans d'autres pays, ainsi que les dîners mondains qu'Irving présidait régulièrement. Les critiques de théâtre états-uniens, et quelques britanniques, se moquaient ouvertement de la servilité de Stoker envers son maître. Nous pouvions presque lire dans les pensées l'un de l'autre, comme mari et femme ayant vécu longtemps ensemble. Bram Stoker a carrément appelé son seul et unique enfant Irving Noel Thornley. Adulte, ce dernier n'a jamais utilisé son prénom et est encore aujourd'hui connu sous le nom de Noel Stoker. Le 13 octobre 1905, Bram Stoker retrouve Henry Irving mort dans sa chambre d'hôtel. Après 27 ans de bons et loyaux services, Irving ne lègue rien à Stoker. Que dalle, nada, rien. Et si là, vous vous dites qu'Irving était quand même un peu connard, dites-vous qu'avant d'être acteur, il a épousé la fille d'un général, Florence O'Callaghan, bien plus riche que lui, avec qui il a eu 2 enfants. Il l'abandonne en novembre 1871, alors qu'elle est enceinte de leur 2e enfant. Le pire avec lui était son incapacité à se soucier des autres, ses enfants, ses amis, tout le monde, et son manque d'enthousiasme pour le travail des autres, pour tout ce qui n'est pas son propre travail. Un type comme ça. Dans les années 1880, la littérature gothique voit apparaître une nouvelle branche, le gothique urbain. Le style quitte les périodes passées ou les lieux isolés pour amener le fantastique dans un environnement plus proche de son lecteur. Le fantastique étant une violation de la réalité, le gothique urbain s'en sert pour défendre, voire réinstaurer, une réalité fantasmée d'un ordre moral réactionnaire et puritain. Son fantastique est fait de monstres, mais des monstres symboliques, qui sont des collages des peurs victoriennes sur le genre, la sexualité ou la race. Stoker évoquait déjà la décadence, aussi bien aristocratique que populaire, dans sa nouvelle The Secret of the Growing Gold de 1892. Dracula est publié en même temps que le Jubilee de 1897. Comme un miroir inversé, une réponse sombre à la glorification de l'impérialisme qui sort tout juste de sa Grande Dépression ayant frappé l'Angleterre entre 1873 et 1896. Un empire qui s'effraie de son propre effondrement, dont l'anxiété se traduit par l'apparition d'un terrible vampire loup-garou en plein cœur de Londres. Dracula est la synthèse, la concentration des peurs de la société britannique. Il est toutes les tares, maladies, menaces et déviances. La peur de la corruption du sang, de la dégénérescence, en témoignent ces citations de Cesare Lombroso et Max Nordau. Les travaux de Lombroso sur une nature du criminel étaient déjà critiqués dans les années 1890. Dracula, le vampire, se fait plus effrayant, car il correspond aux descriptions de Lombroso, mais personne ne semble le remarquer. Londres est déjà perdue ou indifférente aux criminels. À l'instar de la Transylvanie, Londres est un lieu pluri-identitaire. Brassage de classes sociales, mais aussi mélange de cultures. Des cultures issues des territoires colonisés, mais aussi ceux fuyant la misère ou les pogroms, à l'image de la population juive d'Europe de l'Est. Une vague de réfugiés qui sert d'excuse aux antisémites pour faire enfler leur discours.
Mais là où un auteur impérial comme Rudyard Kipling se moque des étrangers ou des natifs non blancs comme Grish Chunder dans The Head of the District ou Huri Babu dans Kim, Dracula se fond parfaitement dans la masse londonienne. Sa force est d'être un caméléon. Dracula ne s'intègre pas, il s'infiltre pour déstabiliser la société britannique. Le vampire de Stoker est un autre monstrueux, un danger, un ennemi. La fin du siècle européen n'est pas seulement marquée par la peur de l'autre, du colonisé aux frontières du monde civilisé, mais aussi la peur d'une fragilité morale et psychique de l'Européen qui serait trop faible pour affronter cette menace. Une peur du déclin qui transforme les réflexions sur la santé en mouvement d'hygiène sociale, développant l'eugénisme et le darwinisme social. Soucieux du déclin de la race britannique, ces mouvements réactionnaires vont influencer jusqu'aux libéraux, profitant de la victoire amère lors de la guerre des Boers pour insuffler une nouvelle énergie dans les discours de pureté raciale ou de pureté mentale. C'est dans la continuité de la guerre des Boers, où naît le terme de camp de concentration, que Robert Baden-Powell développe le scoutisme. Guerre des Boers que Stoker évoquera dans The Man et Lady Atheling. Le procès retentissant d'Oscar Wilde participe à cette terreur d'une dégénérescence rongeant l'Angleterre, la dépravation irlandaise et invertie exposée au grand public. C'est à ce moment que Bram Stoker s'éloigne de Wilde et n'évoquera jamais ce sujet. Quiconque s'est approché ou a travaillé avec Oscar Wilde devient un paria. On s'attendait presque à voir les sorcières voler au-dessus des cheminées et les gens brûlés sur un bûcher sur Trafalgar Square. Les gens étaient devenus sauvages. Tout ce qui était progressiste ou moderne dans le monde des arts et de la littérature était soudainement devenu suspect. La panique s'est répandue parmi les invertis de Londres. Aujourd'hui c'est Oscar, mais qui ce sera demain ? Si les preuves avaient pu être obtenues par des menaces, des pots de vin, du chantage et des carnets d'adresses volés, qui était en sécurité ? Quels autres noms pourraient sortir pendant les interrogatoires ? Pour ceux qui n'avaient pas les moyens de fuir la ville, les lettres incriminantes étaient brûlées, on se débarrassait de certains livres et revues, les colocations de célibataires étaient dissoutes, on faisait des mariages arrangés à la hâte. Les bateaux et trains qui reliaient Calais à Dieppe étaient remplis de gentlemen nerveux, dont le sang se glaçait à la simple vue d'un officiel à la mine sombre. L'homosexualité révélée à la société victorienne via ce procès et le scandale de Cleveland Street fait naître un nouveau monstre. Un monstre clinique, un mal par essence, dissimulé, comme Dracula. Le roman retourne les conventions victoriennes. Les hommes sont impuissants, les femmes chassent les hommes et dévorent les enfants, la folie surpasse la raison, et les règles ne servent plus à rien. Durant tout le 19e siècle, la loi britannique change au gré des réformes. Bram Stoker, fonctionnaire puis avocat sur la fin de sa vie, il avait passé le barreau britannique, a été vraisemblablement marqué par cela. Dans Dracula, le légalisme est une impasse, et les personnages trompent, mentent ou commettent des infractions. Ils faussent des rapports médicaux sur la mort de Lucy et de Renfield, Mina et Jonathan se marient à la hâte hors d'Angleterre, le capitaine du navire Déméter a écrit la vérité de son trajet sur une bouteille et pas dans le registre du navire, les tombes observées à Whitby cachent les suicides, ou l'expédition finale du livre où des Britanniques décident d'attaquer les ressortissants d'un pays étranger par pur vigilantisme. Un des derniers livres de Bram Stoker est Famous Impostors, sur différentes personnalités connues pour leur tromperie ou supercherie. Ces arrangements avec la loi, ces tromperies, se font dans la plus totale impunité pour les personnages. Une impunité similaire à celle de Dracula. Le pacte solennel des personnages principaux pour éliminer le vampire n'est pas seulement une manière de renforcer leur camaraderie, c'est aussi une alliance entre membres des classes supérieures. La bourgeoisie et ceux qui s'élèvent socialement, comme Jonathan. Derrière l'apparat d'une cérémonie mystique, on voit un pouvoir politique qui s'organise, qui retrouve sa force et sa masculinité face à une menace étrangère et maléfique. L'avènement d'une nouvelle Angleterre forte et vigoureuse qui intervient au-delà de ses frontières pour éliminer ses ennemis. Ennemi qui n'est pas véritablement vaincu. Dracula ne disparaît pas, il ne meurt pas vraiment. Il se dissout en poussière de la même manière qu'il s'était évaporé en sortant de la chambre de Lucy. Mais une seconde plus tard brilla l'éclair jeté par le couteau de Jonathan.
Je hurlai quand je vis mon mari trancher la gorge offerte pendant que M. Maurice plongeait son arme jusqu'à la garde dans la région du cœur. Ce fut un véritable miracle. Devant nos yeux, le temps d'une inspiration, le corps entier était tombé en poussière. Tout ce qui restait de Dracula. Toute ma vie, avec quelle joie apaisante je me souviendrai qu'au moment même où il tombait en poussière, le comte eut une expression de paix que je n'aurais jamais cru lire un jour sur son visage. Le château de Dracula se dessinait à présent net contre le ciel rouge, et chaque pierre de ses créneaux brisés prenait un relief effrayant, inoubliable. On dit que pour éliminer un vampire, il faut lui planter un pieu dans le cœur, lui couper la tête et enfoncer soit un caillou, soit de l'ail dans sa bouche. Dracula est simplement égorgé. Dans une première version du roman, sa fin était bien plus explicite. Tandis que nous regardions, la terre se mit à convulser au point de nous faire tomber à genoux. Au même instant, dans un rugissement qui fit trembler le ciel, le château tout entier et même la colline sur laquelle il se trouvait semblèrent s'élever dans les airs et se disperser en fragments, tandis qu'un immense nuage de fumée jaune et noire roula vers le ciel avec une vitesse inconcevable. Il y eut un silence dans la nature, tandis que les échos de ce tonnerre semblaient venir le bruit sourd d'un éclair. Un long roulement retentissant comme si le plancher du paradis s'était mis à trembler. Puis le cataclysme retomba en ruine, de là où les fragments avaient été projetés dans le ciel. La menace, le mal, appelez-le comme vous voulez, ne disparaît jamais vraiment. Il évolue. Est-ce que Bram Stoker adhère à cette peur du déclin, cette menace d'une corruption, d'une dégénérescence de la société? Ou est-ce qu'il exploite ses obsessions politiques pour créer un climat de peur et de terreur dans son roman? Dracula est un roman charnière dans la vie de Bram Stoker. C'est son 6e roman sur 13 et son 8e livre sur 15, sans compter les nouvelles. Lorsqu'il écrit cette histoire, le Lyceum Theatre est sur le déclin avant sa fermeture en 1902. Les doutes et interrogations de l'auteur traversent tout le roman, sur son époque mais aussi sur lui. Bram Stoker est un homme de contradiction. Fonctionnaire, il fréquente la bourgeoisie irlandaise et surtout dublinoise via sa mère, proche de William Wilde. Admirateur d'Henry Irving, il le rejoint à Londres et se retrouve à fréquenter le gratin artistique, culturel et politique de l'Empire. C'est un enfant de la petite classe moyenne qui rejoint l'élite par les coulisses. D'abord libéral et soutien de la Home Rule en faveur des Irlandais, il est proche du ministre William Gladstone et de l'indépendantiste irlandais Justin McCarthy. Mais il fréquente aussi Alfred Tennyson, poète patriote britannique. À mesure que son théâtre périclite, il s'éloigne peu à peu des mondanités. Malade, il travaille de chez lui, écrivant autant que possible pour faire vivre sa famille, et sombre dans la réaction politique. En 1908, il publie un essai, The Censorship of Fiction, la censure de la fiction, dans The 19th Century and After. La faiblesse de la masse des lecteurs est ceux qui se contentent de nourrir son appétit le plus bas. La dégradation de l'humanité, nouvel exemple de la guerre entre Dieu et le diable. Le vice de nombreux lecteurs dans ce cas est de céder aux péchés séduisants ou aux faiblesses de la chair en opposition aux lois restrictives établies pour la défense de l'élévation. Le vice de quelques auteurs est l'avarice pure et simple. Ils enfreignent les lois pour le moindre gain. Appelez-les conventions si vous le souhaitez, elles n'en sont pas moins des lois. La censure doit être permanente et rigide. Il ne doit exister aucune once de mal, aucun défaut dans la structure du barrage. Il écrit pourtant ce texte dans une période sans scandale littéraire. Le Ulysse de James Joyce commence sa publication en 1918 et L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence en 1928. Stoker s'insurge contre des moulins, des supposées dépravations littéraires qui ne sont pas là. Bram Stoker vit dans une époque frénétique, un changement de siècle marqué par des paniques factices autour de la race, du genre, de la sexualité, dans une société qui s'acharne contre elle-même à rentrer dans un modèle impossible qu'elle a elle-même façonné. Stoker vit entre deux mondes, celui de ses origines sociales, elle-même tiraillée entre protestantisme et catholicisme, entre un père britannique et une mère irlandaise, celui de la capitale, des artistes, des penseurs, scientifiques et politiques. Dracula, plus que tous ses autres romans, est le reflet, la traduction, l'incarnation de ce cœur de la tornade. Tornade personnelle, sociale, culturelle et politique.
Ce qui explique que Dracula, le roman, peut aussi faire l'objet de lectures alternatives. La biographie de Harry Ludlam dans les années 60 et les mouvements contestataires des décennies 60 et 70 remettent le roman sur le devant de la scène, lu et interprété par de nouveaux prismes. C'est dans Dracula que vient l'idée que les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir. C'est une invention de Bram Stoker. Lorsque Jonathan pense regarder le vampire, il voit son propre reflet dans le miroir à la place. Une façon très littérale de tendre un miroir à l'Angleterre. Et l'image va plus loin lorsque le comte prend les vêtements de Harker et se fait passer pour lui pour terroriser les villages alentours. Les personnages opposés à Dracula agissent finalement de manière similaire à Dracula. Le pouvoir d'hypnose du vampire est mis en parallèle avec les capacités d'hypnose de Van Helsing. Dracula est maître en son château, Van Helsing est un patriarche qui supervise le groupe via son expérience et ses connaissances. La morphine imite l'effet vampirique. Dracula manipule, Van Helsing et Seward utilisent l'autorité de l'institution médicale. Les morsures dans le cou du vampire sont les transfusions dans les côtes des hommes. Deux formes de pénétration des femmes qui évitent volontairement le vagin. Ils font leur propre trou, pénètrent selon leur volonté. Après avoir tué Lucy, Arthur se dit vidé. Le mari et le violeur sont la même personne. Les deux traitent les femmes de la même manière. Elles sont des ressources, elles obéissent ou sont amenées à périr. Dracula se sert de Mina pour perpétuer sa propre race. L'enfant de Mina et Jonathan est finalement l'enfant de tous les hommes qui ont défendu sa mère. Un renouveau racial. Derrière la peur de la colonisation inversée, on peut lire une forme de culpabilité. Ou au moins d'une conscience des horreurs coloniales qui s'exprime à travers la fiction. La violence colonisatrice se retourne contre le colon. H.G. Wells écrit La guerre des mondes après que son frère lui ait raconté avoir été témoin du massacre des autochtones de Tasmanie par les Britanniques. Dans Personal Reminiscence of Henry Irving, Stoker raconte sa rencontre avec Sir Richard Burton, officier militaire, espion et explorateur. Lors du dîner, ce dernier raconte son infiltration à Lamech et comment il a tué de sang-froid un enfant qu'il avait démasqué. Face à une assemblée choquée, Burton explique que dans le désert, Ce n'est pas grand-chose de tuer un homme. Tandis qu'il parlait, sa lèvre supérieure se leva, révélant des canines brillantes comme des dagues. loin de la violence, il est facile de l'ignorer. Comme Wells, Stoker n'a pu découvrir une partie de la réalité coloniale qu'à travers ce type de témoignage. En dehors de toute règle, de toute autorité, les personnages de son roman se lancent dans une traque du vampire sur ces terres, en Transylvanie. Ils attaquent les locaux et massacrent Dracula ainsi que ses concubines. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une libération, tout le monde sur place était effrayé par le conte. Mais Dracula n'a pas voix au chapitre. L'histoire est racontée uniquement du point de vue des Britanniques. Nous n'avons accès qu'à une seule version. Le vampire est jugé et condamné par des hommes qui ne lui donnent jamais la parole. Dracula est à l'Angleterre ce que l'Irlande est à l'Angleterre, et Dracula est à l'Angleterre ce que l'Angleterre est à l'Irlande. Personnage ambivalent, il incarne autant la corruption que le retour de bâton. Jonathan Harker se voyant dans le miroir à la place du vampire, c'est aussi le signe que le Britannique moyen est un prédateur colonial comme les autres. Dracula est un roman pivot dans la vie de Bram Stoker. Entre les lignes se dessinent des questionnements autour des rôles genrés, du colonialisme, de la société en général. Peut-être que si la vie de Stoker avait été différente après 1897, ses romans suivants auraient été moins marqués par le conservatisme politique. Affaibli par la maladie, marqué par le déclin du lycéum et abandonné par Henry Irving, Stoker s'est refermé sur lui-même. Ou, dans un contexte de rigidité politique, il a livré des récits qui convenaient à leur époque, dans l'espoir qu'un succès littéraire lui rapporte l'argent nécessaire. Tout ceci n'est que spéculation, et nous n'aurons très probablement jamais la réponse. Mais Dracula est aussi un roman charnière pour la littérature vampirique. Parce qu'il a tué le genre. Dracula arrive dans un contexte vampirique littéraire riche. 149 années de poèmes, nouvelles, romans, pièces de théâtre et même opéras.
Du Der Vampir d'Heinrich Ossenfelder au Dracula de Bram Stoker, une centaine d'œuvres impliquant un ou une vampire ont vu le jour. J'en ai cité plusieurs dans cette vidéo, et d'autres encore dans ma vidéo sur les vampires. Et on pourrait en citer d'autres encore. Quand Dracula est publié, le vampire est une figure connue, reconnue, quasiment un classique littéraire. Aucune de ces œuvres, aucun de ces récits folkloriques, ne cumule jusqu'ici les caractéristiques les plus connues du vampire lambda. Dracula, qui concentre toutes les craintes victoriennes, est aussi un concentré d'images vampiriques. Le fait de boire du sang et l'obsession autour de ce même sang, les victimes qui se transforment en vampires, le fait de boire du sang de vampire, le métamorphisme, la destruction du vampire avec un pieu dans le cœur, les dents, l'œil comme repoussoir, l'incapacité à franchir l'eau, l'absence de reflet dans le miroir, la figure aristocratique, le vampire masculin et prédateur, le château, l'intelligence. Dracula, le roman, vient rassembler toutes ces caractéristiques et les ancrer dans l'imaginaire collectif. Au point d'enfermer le vampire de fiction dans ces caractéristiques. Avant Dracula, les vampires n'étaient pas forcément des aristocrates, n'étaient pas forcément des hommes, n'étaient pas forcément des prédateurs, n'avaient pas forcément des crocs acérés. Si on les retient, ce n'est pas par accumulation de tous les récits, mais parce que Dracula les a concentrés. Il revient progressivement au XXe siècle, mais cette fois-ci, il se raconte. Dans I the Vampire d'Henry Kuttner ou The Traitor de James Hart, la narration se fait depuis le point de vue du vampire. La femme vampire revient en 1949 avec The Antimacassar de Gray Laspina, et Richard Matheson synthétise ces deux éléments en 1951 avec Dress in White Silk, où une petite fille vampire raconte son histoire. Le vampire n'est plus forcément un prédateur, il n'est plus vaincu, il peut même guérir. Et dans les années 70, avec la redécouverte du roman à travers des relectures féministes, antiracistes, mais aussi marxistes ou psychanalytiques, Fred Saberhagen publie en 1975 The Dracula Tape, dans lequel le célèbre vampire donne enfin sa version de l'histoire. Et puis Anne Rice, Stephen King, le vampire revient sur le devant de la scène littéraire. On l'écoute, on peut avoir de l'empathie pour lui, on l'encourage, on l'accompagne, nos peurs d'autrefois ne s'incarnent plus en lui. Peut-être que ce qui nous effrayait par le passé n'était pas si terrifiant et que nous l'avons accepté. La montée du féminisme, la décolonisation et les mouvements antiracistes, la dépénalisation de l'homosexualité, tous ces monstres qui n'en étaient pas et n'effraient plus que les conservateurs et réactionnaires. Contrairement à une idée reçue, Dracula n'a pas été un bide du vivant de Stoker. Les critiques étaient dans l'ensemble positives, et à travers le monde, le roman n'a connu aucune interruption dans son édition. Et pourtant, il ne doit pas sa notoriété à ses ventes ou au roman en lui-même. Ce Dracula ou ce Dracula ne sont pas les Dracula du roman. Le célèbre vampire transylvanien doit sa notoriété au théâtre. Bram Stoker décède le 20 avril 1912. Florence Stoker devient l'ayant droit de toute son œuvre et refuse toute adaptation. Il est peu probable qu'elle ait entendu parler du Dracula Halala de Károly Lajthai, film hongrois de 1921, aujourd'hui considéré comme perdu. Le film n'étant pas véritablement une adaptation du roman, le personnage principal prétendait simplement être Dracula. En revanche, elle a bien entendu parler du Nosferatu de Friedrich Murnau de 1922. Furieuse, elle intente un procès à Prana Film qui produit Nosferatu. Elle gagne son procès en 1925, coule la boîte de production et toutes les copies et négatifs sont détruits. Presque toutes les copies. C'est d'ailleurs ce film qui rend le vampire sensible à la lumière du soleil. La plupart des vampires de fiction jusqu'ici ne craignaient pas le soleil. En 1924, l'acteur et metteur en scène irlandais Hamilton Dean obtient l'accord de Florence Stoker pour adapter Dracula au théâtre. Il écrit la pièce et le 5 août 1924, celle-ci est autorisée par le Chamberlain à la seule condition que la mort du vampire ne soit pas montrée. Hamilton Dean s'attribue le rôle de Van Helsing. Dracula est joué par Edmund Blake, puis Raymond Huntley. Les critiques sont mitigées, voire hostiles,
mais la pièce est un succès populaire. Un des plus gros de son époque, on parle de plus de 250 représentations. La pièce connaît des réécritures, et à son apogée, 3 compagnies de théâtre la jouent en simultané dans tout le Royaume-Uni. Comment une pièce jugée plutôt mauvaise a pu connaître un tel succès ? Parce qu'elle foutait la trouille au public. Certains articles de presse font mention d'accouchements en plein théâtre à cause de la peur. Dean voulait retranscrire le fantastique et l'effroi du roman sur scène. Il a donc fait appel à un magicien pour imaginer quelques tours et astuces. Le plus célèbre d'entre eux consistait dans la disparition sur scène de Dracula. L'acteur qui jouait le vampire portait une cape avec un col relevé. En tournant le dos au public, il disparaissait presque aux yeux du public. En détachant discrètement la cape et en se laissant tomber dans une trappe à travers la scène, les spectateurs avaient l'impression d'une disparition magique, ne laissant que la cape qui s'effondrait au sol. C'est de cette pièce que vient la cape à col relevé emblématique de Dracula. Elle n'apparaît nulle part dans le roman. Horace Liveright, un producteur états-unien, souhaite amener la pièce à Broadway. Mais il souhaite aussi réécrire la pièce. Florence Stoker accepte à la condition que cette nouvelle version soit écrite par John Balderston, un états-unien installé à Londres. Cette nouvelle adaptation plaît à Liveright, mais pas à Florence Stoker, qui refuse qu'elle soit jouée en Angleterre. Liveright part avec la version de Balderston aux États-Unis. Il propose à Raymond Huntley et Bernard Dukes de reprendre leurs rôles respectifs de Dracula et Renfield, mais seul Dukes accepte. On estime son interprétation du personnage à 4000 représentations. Pour incarner le vampire, Liveright choisit un acteur hongrois expatrié, Béla Blasco, plus connu sous le nom de Béla Lugosi. Ce dernier ne parlant pas anglais, il apprend toutes ses répliques en phonétique, et Balderston, qui s'occupait aussi de la mise en scène, lui donne ses indications en français. Il finira par apprendre l'anglais pendant la tournée. La pièce joue d'abord au Shubert Theatre de New Haven, avant de s'installer le 5 octobre 1927 au Fulton Theatre à Broadway, aujourd'hui appelé le Hayes Theatre. Si toute cette production n'avait pas été mise en scène avec soin, elle aurait été moquée dès sa première représentation. Elle réussit au contraire à maintenir son public pétrifié du début jusqu'à la fin. Dracula peut difficilement être recommandé dans le régime alimentaire des esprits blasés, mais en tant que tour de force théâtrale, c'est une exceptionnelle réussite. Succès critique et commercial. Quand les recettes commencent à diminuer au printemps 1928, Liveright lance la pièce en tournée dans tout le pays. On estime ses recettes à $1 million en 1929 et 2 millions en 1930. En 1929, le Nosferatu de Murnau est diffusé aux États-Unis avec un montage différent de la version d'origine. Florence Stoker est furieuse, mais le film est protégé et diffusé par Simon Gould, un politicien et militant végétarien qui avait fait diffuser Le sang des bêtes de Georges Franju dans le pays. Suite au succès de leurs adaptations du Fantôme de l'Opéra et du Bossu de Notre-Dame, les studios Universal, fondés par Karl Laemmle, lorgnent sur une possible adaptation de Dracula. Et après avoir demandé poliment et officiellement, ils obtiennent les droits en juillet 1930. Droits qui sont répartis entre Florence Stoker, Hamilton Dean et John Balderston. Louis Bromfield, lauréat du prix Pulitzer, est choisi pour le scénario, mais est rapidement remplacé par Dudley Murphy. Todd Browning est choisi pour la réalisation et Karl Freund comme directeur de la photo. Ce dernier avait travaillé avec Fritz Lang sur Metropolis et Murnau sur Le Dernier des Hommes. Pour incarner le vampire, la production hésite entre Ian Keith, Chester Morris, John Ray et William Courtney. Karl Laemmle Jr., le fils, suggère Lon Chaney, qui avait déjà joué un vampire dans le London After Midnight de Todd Browning en 1927. Mais Chaney souffre d'un cancer des bronches et meurt avant le début du tournage. Béla Lugosi harcèle la production pour obtenir le rôle. Universal finit par céder en lui proposant un contrat exceptionnellement bas pour l'époque et profitant du fait que l'acteur connaît déjà une grande partie des répliques. En parallèle est tournée une version en espagnol par George Melford. Dracula, le film, sort en 1931
en pleine crise économique et politique. Et c'est un succès. Un succès tel qu'il va renflouer les caisses d'Universal et celles de Florence Stoker. Ravie, cette dernière vend les droits de L'invité de Dracula à David O. Selznick. Ce dernier engage John Balderston pour l'adaptation, et la MGM met fin au projet. Si les adaptations de Dean et Balderston au théâtre ont fait exploser la notoriété de Dracula, le personnage, et ancré dans notre imaginaire cette cape au col relevé, le cinéma finit de façonner une image emblématique du personnage et de plus en plus éloignée de celui du roman. Son nez aquilin lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche, ou du moins ce que j'en voyais sous l'énorme moustache, avait une expression cruelle, et les dents, éclatantes de blancheur, étaient particulièrement pointues. Elles avançaient au-dessus des lèvres dont le rouge vif annonçait une vitalité extraordinaire chez un homme de cet âge. Mais les oreilles étaient pâles, et vers le haut se terminaient en pointe. Le cinéma adapte bien plus Dracula, le vampire aristocrate, que Dracula, le roman. Une nouvelle pièce de théâtre connaît le succès dans les années 70, plus de 900 représentations, et donne lieu au Dracula de 1979, avec Frank Langella dans le rôle-titre. Un film que je trouve chouette et dont on parle trop peu. Voilà, à bientôt pour plus d'analyses. La sexploitation s'empare également du personnage, et les premiers films érotiques avec le célèbre vampire voient le jour en 1969. The Dirty Old Man et Dracula and the Boys. Ce dernier est d'ailleurs la première représentation d'un vampire ouvertement homosexuel à l'écran. C'est le cinéma qui imagine une histoire d'amour, ou au moins une compagne, à Dracula. La première occurrence remonte à 1969 avec Blood of Dracula's Castle d'Al Adamson. Et aucune de toutes ces histoires d'amour, amour perdu ou non, réel ou fantasmé, aucune de ces histoires n'implique Mina Harker. Jusqu'au film de Coppola. Dans le roman, il n'y a qu'une seule interaction rapportée entre Mina et Dracula. Et si le vampire dit « Vous êtes maintenant avec moi, chair de ma chair, sang de mon sang, celle qui va combler tous mes désirs, et qui ensuite sera à jamais ma compagne et ma bienfaitrice. » La réplique d'avant, il menace Mina de tuer son mari si elle ne cède pas à ses avances. Il faudrait être un sacré prédateur soi-même, ou ne pas avoir le moindre respect pour la notion de consentement, pour voir une quelconque forme d'amour dans cette interaction. Ou une mauvaise mémoire. Si le Dracula de 1992 n'est pas tellement fidèle sur le plan de l'histoire, il l'est sur un autre plan. Le roman se servait des peurs victoriennes pour effrayer et fasciner. Le film de 1992 utilise le sang comme objet de désir, de fascination et de terreur, en pleine pandémie de sida. Mais là où Stoker portait un jugement moral, Coppola ne le fait pas. Le film utilise son époque sans la juger. Les craintes exprimées par le roman n'ont pas créé de vagues de panique ou servi d'appui politique. Dracula a eu tous les visages et toutes les adaptations. Des plus inquiétantes aux plus loufoques. La peur qu'il devait générer en incarnant la déviance, la corruption, la perversion, s'est perdue dans une période qui aime se faire peur et ne craint plus les monstres. Son propos politique a été effacé par une grande cape noire et des dents pointues. Dracula devait nous terrifier, il nous a divertis. Tous ces admirateurs de Dracula qui parcourent la Transylvanie en portant des capes et en prétendant être des vampires. Oh, même avec un bâton, je ne touche pas à ça. Dracula est un roman de l'époque victorienne. Un roman qui reflète son époque. Un reflet sombre qui en expose les craintes à travers des hommes faillibles et impuissants et un monstre tout-puissant. Les personnages principaux ne sont même pas véritablement victorieux à la fin du roman et ne font que se convaincre de leur réussite. Parce que le roman est complexe et ambigu. La période était en proie aux doutes, aux interrogations. Les mouvements contestataires émergeaient, de nouvelles sciences et pseudosciences également. Bram Stoker ne dit pas « on est les plus forts ». Il ne fait pas partie du nous, irlandais en pleine capitale coloniale. Il peut fréquenter la haute société britannique, mais il n'en fait pas partie.
Il a grandi avec une mère féministe, active politiquement, dans une société misogyne. On ne peut pas comprendre Dracula le roman sans comprendre Bram Stoker et le contexte historique, culturel et politique. On peut l'aborder comme on veut, mais on ne peut pas comprendre une œuvre hors du monde. Cette complexité de l'œuvre, avec un auteur presque en conflit avec lui-même, permet des réinterprétations et des relectures du roman. Celle-ci est bien moins catégorique que d'autres œuvres de son époque, ou même les romans suivants de Bram Stoker. Son dernier livre, The Lair of the White Worm, paru à titre posthume en 1926, est explicitement raciste et misogyne. Là où il ironisait sur la nouvelle femme dans Dracula, il la moque ouvertement dans ce dernier livre. Et dans sa bibliothèque personnelle ont été retrouvés plusieurs livres sur le Ku Klux Klan. Avec les années, Bram Stoker est devenu l'archaïsme qu'il rejetait avec le personnage de Dracula. En 1897, une autre bascule était possible. Plusieurs romanciers et romancières de la même période n'ont pas cédé à la morale du moment. Il y a toujours des personnes à contre-courant. C'était normal à l'époque n'est jamais une excuse. Qu'est-ce qu'on retient du roman ? Pas grand-chose. Les images ou idées reçues que l'on garde viennent majoritairement du théâtre et du cinéma. Le vampire, et parfois sa némésis, Van Helsing, ont été adaptés et réadaptés, écrits et réécrits des centaines de fois. Des adaptations qui ont détourné les inquiétudes du livre pour se les réapproprier, les revendiquer ou les détruire par le divertissement. Dracula fait partie de la culture populaire. Il a quitté son roman depuis bien longtemps. Le simple nom de Dracula, Van Helsing, ou même Renfield ou Westenra peuvent servir à n'importe quelle histoire. L'action du roman peut exister avec des noms différents, mais brandir le roman pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas, c'est malhonnête. À commencer par une quelconque histoire d'amour impliquant le vampire. Dracula est un prédateur. Il possède, contrôle et domine les autres. Il n'aime pas. Il faudrait être soi-même un prédateur pour voir une quelconque forme d'amour impliquant le vampire dans le roman. Dracula incarnait les peurs de son époque. Mais Dracula ne nous fait plus peur. Il nous fascine, nous intrigue, nous amuse. Pourtant, la peur du multiculturalisme, de la perte d'identité, du féminisme ou les questions de genre et de sexualité sont toujours une source d'inquiétude pour les réactionnaires, les conservateurs et même jusqu'à certains sociodémocrates. Bram Stoker était plutôt proche des libéraux quand il a écrit le livre. Signe d'une humanité qui recule ? D'un système en train de s'effondrer ? D'un fonds de commerce renouvelé ? 130 ans plus tard, les mêmes craintes factices. La société ne s'est pas effondrée. Les mêmes paniques d'hier et d'aujourd'hui montrent le grotesque des indignations politiques. Comme des coquillages désespérément accrochés à leur rocher, un moule social qui n'a jamais vraiment fonctionné, en effritement constant. À la fin du roman, Dracula ne meurt pas vraiment. Il se disperse, change de forme. Peut-être la crainte d'un mal qui ne disparaît jamais vraiment, ou le symbole que les monstres terrifiants imaginés par les conservateurs et réactionnaires ne sont finalement que des fictions.